Oui, je voudrais aujourd'hui évoquer avec vous vraiment la modification profonde aujourd'hui dans le monde de la recherche pour prendre en compte effectivement ces contraintes environnementales. Alors, je vais m'expliquer. Jusqu'à, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, en recherche, ce qu'on cherchait avant tout, c'était des objectifs de performance à des coûts maîtrisés, parce qu'il faut quand même que tout ce qu'on développe, toutes les technologies développées soient déployables et accessibles au plus grand nombre. Donc, par exemple, si je prends le cas des batteries, on cherche à embarquer le plus d'énergie possible dans une batterie et à baisser son coût. Ça, je dirais, c'était une logique, un driver de développement qu'on a utilisé pendant des années. Alors, plus récemment, effectivement, on s'est mis des contraintes environnementales. Alors, quelles sont-elles? Il y a bien sûr l'aspect climat, l'enjeu climatique, donc avec l'obligation de limiter le rejet de gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça a été une première contrainte. Il y a des contraintes de type aussi toujours écologique, dans le sens limiter l'utilisation des solvants, des rejets toxiques, éviter les matériaux toxiques. Et puis, plus récemment, on a vu apparaître des nouvelles contraintes. Une des premières, c'est ce qu'on appelle l'énergie grise. C'est-à-dire quand vous travaillez, en particulier nous qui travaillons dans le monde de l'énergie, quand vous développez par exemple un produit comme un panneau solaire, il va produire pendant des années une quantité d'énergie, et on met en relation la quantité d'énergie nécessaire à produire votre panneau par rapport à la quantité d'énergie que lui-même va pouvoir produire le long de sa durée de vie. Donc il est effectivement important de s'assurer que l'énergie produite soit supérieure, bien sûr, à l'énergie nécessaire à le produire. Sinon, en bilan, vous avez un problème. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie grise. Donc ça, c'est quelque chose effectivement dont on prend compte actuellement dans toutes nos recherches. Et puis, un dernier point aussi, c'est la prise en compte que les ressources ne sont pas infinies, que les ressources sont vraiment limitées, quelles qu'elles soient. Vous avez des matériaux rares dans le sens où effectivement il n'y en a pas beaucoup. Vous avez des matériaux difficilement accessibles parce qu'ils sont dans que quelques zones géographiques, et à ce moment-là, il y a des tensions géopolitiques qui peuvent intervenir. Donc, si vous voulez, on a une prise en compte aujourd'hui au niveau de la recherche que tous les matériaux ne sont pas illimités, ne sont pas forcément accessibles. Et c'est de notre responsabilité aujourd'hui, dans toutes les nouvelles technologies que l'on développe, en particulier dans le cadre de la transition énergétique, de se poser toutes les questions dès le début. Donc, par exemple, si je prends le cas des batteries, si aujourd'hui tous les véhicules, tout le parc automobile basculait sur la technologie des véhicules électriques avec les batteries aujourd'hui disponibles, eh bien, on aurait une vraie tension, un vrai problème sur le cobalt. Enfin, tout le monde en a entendu parler. Donc, c'est juste pas possible si vous voulez, de basculer d'une dépendance aux hydrocarbures à une dépendance au cobalt. Donc, il faut absolument, dans la recherche, dans les milieux de la recherche, se poser toutes les questions quand on développe une nouvelle technologie. Donc, et ça, dès la prise en compte, si vous voulez, il faut prendre en compte dès le développement de la technologie. Avant, on se disait, tiens, on a une idée, on va essayer ce matériau-là, il est super performant, on va développer la techno, puis on se posera la question après. Non, aujourd'hui, on ne raisonne plus du tout comme ça. Donc, il faut vraiment complètement modifier sa façon de raisonner et concevoir dès le début, se poser toutes les questions d'empreinte environnementale. C'est ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Hein. On se pose toutes les questions d'empreinte environnementale de toutes les technologies qu'on développe dès le départ. Alors peut-être que pour illustrer un petit peu, pour montrer à quel point d'ailleurs ça modifie notre façon de penser, je vous ai proposé là un cycle de vie pour les panneaux photovoltaïques. Parce que bon, les panneaux photovoltaïques, il y en aura de plus en plus. Donc on commence vraiment à se poser la question de l'empreinte environnementale des panneaux photovoltaïques. Alors c'est vrai que le soleil, c'est une ressource illimitée. Donc ça, au moins, c'est quelque chose dont c'est facile. Mais en fait, la question, elle se pose tout le long du cycle. Donc, si vous voulez, déjà, quand vous partez du silicium, vous allez devoir le purifier, vous allez devoir en faire des lingots. Et là, ce sont des procédés alors, qui sont, je dirais, maîtrisés depuis des années, mais qui sont extrêmement énergivores. Donc, on a besoin énormément d'électricité pour faire transformer, si vous voulez, la silice en un lingot de silicium de qualité solaire. Et cette transformation-là, puisqu'elle est extrêmement énergivore,
si cette transformation-là, vous la faites par exemple en Chine, eh bien en fait, vous allez produire énormément de gaz à effet de serre parce que l'électricité chinoise, c'est bien connu, aujourd'hui est très émettrice de gaz à effet de serre. Alors, bien sûr, ils sont en train de modifier complètement leur source énergétique pour décarboner leur électricité, mais au jour d'aujourd'hui, elle reste extrêmement carbonée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand vous achetez un panneau solaire qui vient de Chine, dont les cellules viennent de Chine, ces cellules-là, elles ont été produites par des technologies qui effectivement émettent énormément de gaz à effet de serre. Donc c'est là où on se pose la question et on se dit, est-ce qu'on peut développer des procédés qui sont moins énergivores? Et puis il y a une solution qui est effectivement de les produire, certes à partir d'électricité, mais dans un pays ou sur un mix qui a un mix énergétique très décarboné, comme c'est la chance en France, par exemple. Après, donc si une fois que vous avez fait vos cellules de silicium, vous devez les découper. Donc, vous faites un lingot que vous découpez pour faire ce qu'on appelle des wafers, hein, donc ces substrats de silicium. Et là, tout de suite, on se pose la question, quand on fait une découpe, il faut savoir qu'il y a à peu près 40% de la matière de silicium qui part en poudre de sciage. Donc ça, aujourd'hui, ce n'est pas recyclé. Donc, si vous voulez, par rapport à la quantité de silicium que vous avez dans votre lingot, vous perdez 40% de matière sous forme d'une poudre dont vous vous débarrassez pour faire les cellules. Donc, en fait, dans le bilan aujourd'hui, ça, c'est plus acceptable. On se dit, ces poudres, ce qu'on appelle du kerf d'ailleurs, il faut absolument les recycler. Donc, on va se poser la question, comment on va les recycler? Alors, en fait, c'est des poudres qui sont du silicium très oxydé, puisque c'est fait par du sciage, obtenu par une technologie de sciage. On fait ça donc sous un liquide, si vous voulez, quand on scie. Et en fait, on se pose la question, ces poudres, elles sont très oxydées, est-ce qu'en fait, on ne va pas faire modifier le procédé pour déjà obtenir des poudres qui seront nettement moins oxydées? Alors, je m'explique. Si vous modifiez effectivement la composition chimique de votre liquide de sciage, vous aurez des poudres très nettement moins oxydées. Donc, à ce moment-là, par simplement des traitements thermiques et pas des traitements de chimie lourde, vous serez capable de réinjecter ces poudres, de les réutiliser pour les faire fondre et refaire en fait des cellules photovoltaïques. Donc ça, c'est pour vous montrer que déjà, on se dit, la quantité de matière, il faut vraiment essayer de réutiliser tous les rebuts de fabrication et de les réinjecter dans la chaîne de production. Et tout de suite, on se dit, eh bien, il faut faire en sorte que ces rebuts soient le plus facilement réutilisables. Donc, c'est ça qui est un peu nouveau. Ce n'est pas simplement dire, j'ai des poudres, je vais les refondre. Non, je vais modifier carrément mon procédé pour, bien sûr, en faire le moins possible en quantité. Hein. Donc, on va travailler sur des fils de sciage les plus fines possibles pour limiter les quantités, mais pas que. On va faire en sorte, effectivement, que ces poudres-là, elles soient le plus facilement recyclables. Alors, si je continue le cycle de vie de mon produit, donc une fois que j'ai mes substrats, là, mes wafers, je vais mettre effectivement des électrodes en argent. Alors, les électrodes en argent, là, c'est pareil. L'argent, c'est un matériau critique. Et on se dit, si vraiment on va vers des productions massives de panneaux photovoltaïques, on va avoir un souci sur la quantité d'argent disponible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le plus simple, on se dit, on essaye de déposer le moins d'argent possible. Alors, vous allez par exemple faire des bus-bars et des électrodes, là, les fils que vous voyez les plus fins possibles. Enfin, au bout d'un moment, ça ne conduit plus l'électricité, ça ne conduit plus le courant. Donc, en fait, il y a quand même des limites. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, on va essayer après d'imaginer effectivement de remplacer carrément l'argent par exemple, du cuivre. Donc, on se dit, le cuivre, c'est moins critique que l'argent. Donc, on développe aujourd'hui des cellules avec des électrodes en cuivre. Une fois que vous avez votre cellule, vous allez en faire un module. Donc, votre module, vous avez l'habitude de les voir. Et c'est pour ça que je vous ai mis en haut à gauche là, un petit schéma, parce qu'un module, vous n'imaginez pas en fait trop ce que c'est. Mais donc, vous avez vos cellules. Vous avez en fait qui sont… ces cellules, elles sont reliées entre elles par des interconnexions. Il faut bien récupérer le courant à la sortie du module. Ces interconnexions, aujourd'hui, elles sont en cuivre. Et puis, vous mettez un plastique, un polymère, ce qu'on appelle un EVA, pour en fait encapsuler ces cellules, les protéger. Et tout ça, c'est mis, donc ce polymère est mis entre les cellules et la face avant qui est du verre. Donc, en fait, quand vous allez récupérer votre module, là, les questions qu'on va se poser, c'est, par exemple,
Est-ce que je limite ma quantité de verre? Donc, on va essayer de diminuer au maximum l'épaisseur du verre pour diminuer mes quantités. Vous allez essayer de mettre, autre idée, c'est, alors je ne sais pas si vous avez réalisé que si vous suivez un peu tous les sujets autour du photovoltaïque, maintenant, les producteurs proposent effectivement des modules à base qu'on appelle de demi-cellules. C'est-à-dire vos cellules, vous les cassez en deux et en fait, vous mettez des demi-cellules et tout ça pour en fait diminuer le courant, augmenter la tension, ce qui fait qu'on limite les pertes électriques, les pertes résistives. Et en fait, vous allez diminuer la quantité de cuivre nécessaire pour récupérer le courant. Donc, en fait, l'idée, là, c'est de se dire, le cuivre, c'est aussi un matériau qui est cher, qui pose problème. Enfin, on voit bien qu'il y a des vols de cuivre actuellement, donc c'est pas pour rien. Et donc, on essaye là encore de trouver des astuces en se disant, en coupant mes cellules en deux, eh bien, je vais diminuer ma quantité de cuivre nécessaire à faire fonctionner mon module. Donc voilà, c'est ce genre de raisonnement aujourd'hui qu'on prend en compte, que franchement, on n'imaginait pas il y a quelques années. Après, si vous poursuivez le cycle, donc vous allez bien sûr les installer dans une installation, dans une exploitation. Donc, si c'est des grandes fermes solaires, eh bien, la question qu'on se pose, c'est on se dit, on va en fait avoir une empreinte la foncière, c'est-à-dire vous allez utiliser une surface au sol pour installer votre grande ferme solaire. Alors, il y a deux choses qu'on réfléchit. On se dit, bien sûr, ces surfaces-là, après, quelque part, on va les sacrifier, puisqu'on se dit, en fait, elles ne pourront plus servir pour des usages agricoles puisqu'on met des panneaux solaires. Alors, en fait, il y a deux solutions, deux astuces sur lesquelles les chercheurs travaillent. C'est que la première idée qu'on a, c'est de se dire, eh bien, installons ces panneaux photovoltaïques sur des surfaces déjà ce qu'on appelle artificialisées, c'est-à-dire qui ont déjà de toute façon, qui ne peuvent pas servir à des usages agricoles. Donc, c'est tout ce qui est, par exemple, toit de grande surface, toit sur des hôpitaux, ça peut être aussi des bordures d'autoroutes. On travaille aussi sur des panneaux très particuliers pour justement longer, par exemple, le canal du Rhône. Donc, on travaille, par exemple, avec la CNR sur ce type de sujet, où, en fait, le long du canal du Rhône, vous allez bientôt voir fleurir, si je puis dire, des panneaux photovoltaïques qui seront bifaciaux, c'est-à-dire qui sont capables de récolter du soleil sur leurs deux faces pour produire du courant et qui vont être donc montés verticalement. Donc, ça peut vous étonner et ça va être en plus une orientation nord-sud, est-ouest, pardon, et pas une orientation sud. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez récupérer, donc vous allez avoir des panneaux qui vont être le long du canal, donc sur des kilomètres, ce qu'on appelle des grands linéaires. Et en fait, vous allez récupérer le soleil, non pas le midi au maximum, en fait, vous récupérez le soleil le matin et le soir. Donc, en fait, vous avez deux pics de production entre le matin et le soir avec une orientation est-ouest. Donc, vous voyez que c'est un raisonnement qui est totalement différent. Vous mettez des panneaux verticalement, orientés est-ouest et pas inclinés à 30 degrés au sud, que ce que vous avez l'habitude de voir. Donc, tout ça pour effectivement essayer de se mettre sur des surfaces utilisées, donc des surfaces qui ne sont pas exploitables. Donc, c'est les bords, ça peut être aussi des bords d'autoroute, on réfléchit aussi à ça, ou des bords de voies de chemin de fer, etc. Donc, vous voyez, c'est une autre idée aussi qui nous est venue, nous chercheurs, c'est de se dire, eh bien, il y a quand même des endroits agricoles, enfin des terrains qu'on voudra utiliser, et est-ce que c'est vraiment incompatible de mettre des panneaux solaires et de faire de l'agriculture? Eh bien, non, ce n'est pas si incompatible que ça. Quand on réfléchit bien, c'est le concept d'agrovoltaïque, où en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à ce moment-là, les panneaux qu'on développe, on va les mettre inclinés, mais à 2 mètres de hauteur. Donc, en fait, vous allez les monter sur des cadres, des trackers, pour les mettre à 2 mètres de hauteur. Et en fait, pour que tout simplement les tracteurs, les engins agricoles puissent passer dessous. Et en fait, vous allez les espacer, vous allez utiliser des panneaux bifaciaux qui sont semi-transparents. Et donc, le soleil peut quand même passer à travers. Ça peut en plus avoir carrément un effet positif parce qu'en fait, vous faites de l'ombre, donc vous évitez de griller le sol en dessous. Et finalement, ce qui pourrait être un inconvénient peut au contraire devenir un avantage. Donc voilà, donc là encore, c'est une idée où on se dit, intégrons intelligemment, astucieusement nos panneaux pour effectivement limiter l'empreinte foncière. Et ça, c'est encore, ça fait partie des enjeux environnementaux.
Alors, pour terminer, si je continue à suivre mon cycle, c'est que les panneaux, ils sont faits ils ont une durée de vie, certes, qui est importante, puisqu'aujourd'hui, c'est 25 ans, on vise les 30, voire 40 ans, mais à un moment donné, il faut quand même les enlever et les recycler, enfin les récolter. Alors, c'est là aussi qu'il y a évidemment beaucoup d'enjeux d'un point de vue environnemental. Donc, les panneaux aujourd'hui, donc, il faut savoir qu'en 2018, on collecte aujourd'hui, donc ça existe déjà, hein, la collecte des panneaux photovoltaïques. On collecte aujourd'hui à peu près 85% des panneaux. Bon, c'est déjà pas mal, mais enfin, on a un objectif, bien sûr, de monter ces 85 à plutôt 90, voire 95%. Et sur ceux qu'on collecte, en fait, il faut savoir qu'effectivement, aujourd'hui, on en réutilise et on recycle 80% en quantité de matière. Ça veut dire que 20% des panneaux, aujourd'hui, en fait, sont soit incinérés, soit enfouis. Alors, je m'explique. Un panneau, c'est pour ça que je vous ai mis le petit schéma en haut à gauche, là. En fait, ce qu'on récupère, on va récupérer le cadre en aluminium qu'on est capable de recycler. On va récupérer ce qu'on appelle la boîte de jonction, hein, qui est en fait un déchet D3E, hein, parce qu'il y a de l'électronique dedans, donc ça qui est récupéré. On récupère, et en fait, une fois qu'on a enlevé le cadre, si vous voulez, en fait, aujourd'hui, le panneau, il est broyé, il est cassé, concassé. Donc, en fait, vous récupérez des choses, des débris. Vous allez récupérer le verre que vous allez effectivement recycler. Le verre que vous allez recycler, soit en laine de verre, soit en fait, effectivement, vous allez pouvoir l'utiliser, par exemple, en sous-couche des routes. Donc, ce n'est pas une utilisation forcément très valorisante, mais vous allez pouvoir recycler le verre. Vous allez recycler l'aluminium et vous allez recycler le cuivre. Et en fait, les matières plastiques, hein, ce que je vous évoquais tout à l'heure, on les incinère et les cellules en silicium, aujourd'hui, en fait, on les enfouit. Et en fait, là aussi, les chercheurs vont en fait complètement modifier ça. Donc, ils cherchent bien sûr à récupérer beaucoup plus de choses, à revaloriser. Donc, on va imaginer un démantèlement du panneau différent. Par exemple, imaginez que vous prenez une scie avec un fil en diamant et que vous coupez, vous arrivez à couper sous le verre, entre le verre et la cellule. Donc, le verre, le panneau de verre qui est devant, vous allez être capable de le récupérer dans son intégralité pour le réutiliser dans une autre cellule, dans un autre module. Donc ça, c'est une idée. Donc on peut le faire mécaniquement. On peut aussi imaginer que le plastique qu'on utilise, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle un thermodurcissable, on utilise demain un thermoplastique. Alors je m'explique. Un thermoplastique, c'est un matériau, quand vous le portez à une certaine température, il refond. Donc en fait, si vous voulez, et ça c'est ce qu'on appelle l'éco-conception, dès le début, on va imaginer la façon dont on va démanteler et recycler le panneau photovoltaïque. Je rebondis en fait sur les derniers éléments disant que effectivement l'ACV c'est important mais c'est pas forcément facile à faire et en fait en remontant effectivement d'un cran, moi je suis souvent choquée de voir qu'au niveau européen, notamment dans lequel je fais partie des plateformes européennes, là, les ETIP, notamment la SNET pour le Smart Network for Energy Transition, on part du principe qu'il faut absolument du stockage, qu'il ne faut pas perdre d'énergie renouvelable, donc il faut mettre le maximum de stockage pour ne pas perdre d'énergie renouvelable, sans se poser la question, finalement, quel est l'impact sur l'environnement. Et parfois, il est mieux d'en perdre un peu, parce que ça évite de surdimensionner du stockage, qui lui-même génère un impact. Et en fait, cette idée d'ACV, on devrait quelque part l'extrapoler en termes de solutions d'architecture et d'organisation pour dire ce qui est important, c'est pas de maximiser finalement la part de NR consommée, mais c'est la réduction de l'empreinte environnementale. Donc des fois, c'est bien de mettre plus de stockage, et des fois, c'est mieux d'accepter d'en perdre un petit peu. Et effectivement, je souscris complètement sur le fait que des fois, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas au mauvais moment, c'est ces fameux pics. Ouais. Et donc, travaillons plutôt sur cette question de bien réconcilier. Je veux dire, on est passé en quelques décennies d'un monde où finalement, on constatait la consommation et on adaptait la production parce qu'on avait des moyens qui étaient pilotables et en plus plutôt centralisés, donc c'était assez facile, entre guillemets, en tout cas ils étaient conçus comme ça, à un monde où finalement c'est l'inverse. On a un petit peu plus de mal
quand c'est possible, et ce n'est pas toujours possible d'ailleurs, d'adapter la production. Et finalement, c'est peut-être sur la consommation qu'on a plus de levier et sur lequel il faut travailler, avec évidemment du stockage, mais quand c'est intelligent et quand ça a effectivement un impact positif sur l'environnement, ce qui n'est pas toujours le cas, loin s'en faut. Et surtout, ce que je regrette, c'est que des fois, on ne se pose même pas la question. On se dit, c'est important pour l'environnement, ça fait partie de l'hypothèse de base, et on y va, sans se poser la question du foisonnement ou de la maîtrise de la demande. Je suis totalement d'accord qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs c'est ce qu'on appelle aussi la vision intégrée de l'énergie, c'est d'avoir une approche systémique. Il ne faut surtout pas effectivement raisonner séparément, mais aujourd'hui il faut concilier, et c'est vrai que les réseaux énergétiques, j'ai envie, c'est le réceptacle de tous les problèmes, et c'est ce qu'on appelle les fameux réseaux intelligents, les smart energy grids. C'est lui qui effectivement doit pouvoir concilier production et consommation au mieux, mais en jouant sur les deux sujets. Effectivement, c'est ce que j'évoquais un peu tout à l'heure. Côté consommation, il faut être capable aussi de faire accepter aux gens effectivement qu'il y ait de l'effacement ou du déplacement de consommation, de modifier donc les habitudes de consommation. Mais il faut aussi, il faut encore améliorer quand même l'aspect pilotable des sources de production, que ce soit d'ailleurs le nucléaire, la manœuvrabilité du parc, elle existe, mais il faut qu'elle aille au-delà encore, il faut aller plus loin que ce qui existe aujourd'hui en termes de manœuvrabilité. Et puis, il faut aussi que les ENR deviennent aussi quelque part un peu plus manœuvrables, aussi commandables. C'est là où, en fait, on réfléchit effectivement à mettre éventuellement des moyens de stockage derrière une centrale solaire avant qu'il attaque le réseau, qu'on développe aussi beaucoup, on se pose beaucoup de questions sur des convertisseurs de puissance qui puissent faciliter, c'est ce qu'on appelle des convertisseurs de puissance grid friendly, c'est-à-dire qui rendent le courant sortant des panneaux photovoltaïques, des centrales solaires, beaucoup plus compatible avant d'être injecté sur le réseau. Et on peut, effectivement, le stockage, pour moi, le stockage, je fais partie des gens, alors des fois ça surprend, mais qui dit le stockage, c'est un surcoût, il n'y a rien à faire. Quel qu'il soit, c'est un surcoût. Et en fait, il faut l'utiliser à bon escient et lui donner multiservices pour que ça soit, en fait, que c'est du sens. Il faut qu'il puisse effectivement rendre plusieurs services au réseau. C'est pour ça que, par exemple, les batteries, le concept du véhicule to grid, c'est-à-dire que les batteries des véhicules électriques, on puisse les utiliser. En fait, pour nous, un véhicule électrique, c'est une batterie sur roulette, quoi, en fait. Donc, c'est une batterie qui peut servir, bien sûr, pour la voiture, mais qui peut aussi servir en support au réseau électrique. Donc, en fait, il y a déjà des bornes qui existent, mais il faut que les gens acceptent. La technologie, elle existe. La borne bidirectionnelle, ça existe. Aujourd'hui, bien sûr, c'est cher. Le modèle économique n'est pas encore là. Et il faut en plus que les gens acceptent, les consommateurs acceptent que leur véhicule puisse être en permanence connecté au réseau et pouvoir se charger et se décharger sur le réseau pour faire de réglage de fréquence, des choses comme ça. Donc, il faut... Si je peux permettre de rebondir sur cet exemple, parce qu'il est justement... Je pense que sur le véhicule, très intéressant, c'est de regarder que finalement, la plus grande valeur, et quand je dis valeur, ce n'est pas forcément d'ailleurs économique, c'est d'ailleurs environnemental, c'est l'utiliser, je veux dire, un petit peu comme le chauffe-eau qu'on disait, c'est finalement, il faut très très peu de choses pour simplement faire en sorte qu'il se charge au moment où c'est le plus intéressant pour le système énergétique, c'est-à-dire au moment où on produit le maximum. En revanche, réinjecter l'électricité sur le réseau, si on fait bien les calculs de l'empreinte environnementale, ce n'est pas forcément une bonne idée, parce que ça va nécessiter de toute façon, là aussi, une dépense d'énergie, ne serait-ce qu'il faut des convertisseurs différents, enfin, il faut un certain nombre, j'ai envie de dire, ça génère des coûts environnementaux, et je ne parle pas d'économiques supplémentaires, pour un bénéfice qui est finalement extrêmement limité, et en plus, on n'a pas intégré les pertes. C'est qu'à chaque fois qu'on va effectivement charger, décharger, on va récupérer, on perd. Et donc, ce qu'il faut, c'est pas dire c'est bien, c'est pas bien, mais c'est avoir quand même tout ça en tête, parce que quand on parle effectivement de dire c'est des batteries sur roulette, on a l'impression que c'est magique, l'histoire est belle, tout le monde y souscrit, sauf qu'en fait, c'est souvent, je veux dire, une première approche qui n'est pas exacte. Et environnementalement parlant, ça peut être complètement négatif. Il faut prendre tout en compte, je suis d'accord. Et c'est un compromis global, mais de plus en plus, l'empreinte environnementale devra être un critère prépondérant par rapport au reste. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire progressivement, parce qu'il faut… Oui.
C'est ce que je disais, il y a un problème d'appropriation aussi des consommateurs. Il n'y a pas de solution magique, enfin j'ai envie de dire, c'est comme les batteries, c'est comme tout, on n'a pas de solution magique. Hein. Donc en fait, c'est un bouquet de solutions et qu'il va falloir effectivement utiliser. C'est pour ça qu'il faut avoir aussi des outils capables d'analyser tout ça, puis en plus de réagir en temps réel, hein, ce qui est aussi très challenging, pour effectivement prendre, en fait, faire des arbitrages, en fait, en permanence, et effectivement avec un critère d'empreinte environnementale qui, à mon avis, va être de plus en plus important et prégnant. Si on revient sur la recherche, je pense qu'effectivement, au niveau de la recherche, ça c'est vraiment un domaine important. C'est déjà se mettre d'accord sur ces méthodes parce qu'elles sont loin d'être connues, généralisées et puis quelque part être adoptées et acceptées par tout le monde. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque part une priorité pour que les chercheurs se mettent d'accord pour dire comment finalement on peut comparer, on peut évaluer ces différentes architectures entre elles, ces différentes solutions entre elles pour les choisir quand vraiment ça a un sens. Elle le modifie. Alors, quand je parle de mix énergétique, là, effectivement, ce qu'on réalise, c'est que là, en France, on a une chance effectivement incroyable, c'est d'avoir cette base. Si vous voulez, bon, en pourcentage, elle va diminuer, mais on va continuer à avoir du nucléaire encore pendant un certain nombre d'années. Donc, en fait, ça va nous aider vraiment, cette partie-là, enfin, cette présence de nucléaire va nous aider effectivement à gérer plus facilement, en fait, la variabilité de tout ce qui est renouvelable. Alors, en fait, ce qu'on a besoin à côté nucléaire, là, en l'occurrence, c'est ce que j'appelais améliorer encore la manœuvrabilité du parc. C'est que, imaginez que vous êtes effectivement une période, vous êtes en surproduction par rapport à la demande. Donc, en fait, effectivement, la priorité est donnée aujourd'hui à l'injection de tout ce qui est renouvelable. Hein. Donc, l'éolien en premier, le photovoltaïque. Et à ce moment-là, on demande en fait aux autres sources de diminuer la puissance injectée. Donc, si je prends un parc nucléaire, un réacteur nucléaire, on lui demande effectivement de baisser en fait la puissance qu'il injecte sur le réseau. Donc ça, il peut le faire d'une certaine proportion, il peut diminuer sa puissance d'une certaine proportion, mais ce qu'on va lui demander aussi bien, c'est carrément sur certaines centrales de couper par exemple certaines tranches, d'arrêter des tranches, ce qu'ils savent faire, et ils savent les redémarrer. Mais pour les redémarrer, d'abord, ça ne se fait pas en quelques minutes. Hein. Donc, si vous voulez, il y a une cinétique qui fait qu'il faut quand même éviter trop souvent d'arrêter de redémarrer parce que le redémarrage, ça prend quand même plusieurs jours, enfin, au moins 24 heures. Donc, ce qu'on va essayer de demander, alors ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que les réacteurs n'ont pas été conçus pour fonctionner de cette façon-là. Donc, un réacteur, normalement, il travaille, il fonctionne en permanence. Alors, bien sûr, il a des périodes de maintenance, mais sinon, il est censé être en permanence en fonctionnement, si vous voulez. Donc, il y a des turbines, il y a des matériaux qui ont été dimensionnés pour fonctionner en permanence à une certaine température. Là, maintenant, vous lui demandez ce qu'on appelle du on n'aurait pas fait forcément le même design. Et en fait, donc là, il y a encore de l'innovation à faire pour effectivement faire en sorte que le parc puisse être plus souple, plus manœuvrable. Donc ça, c'est une première idée. Et là où la deuxième idée, c'est là où ça peut être intéressant, et l'innovation, elle est là aussi, on se dit, si finalement on ne peut pas bouger tant que ça, faire évoluer tant que ça la puissance des réacteurs, en fait, au lieu que la puissance soit injectée sur le réseau, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser pour en faire autre chose? Par exemple, est-ce qu'on ne peut pas utiliser la puissance à ce moment-là des réacteurs pour produire, par exemple, de l'hydrogène? Donc, j'ai une électricité que je ne veux pas injecter sur le réseau et donc, en fait, je vais l'utiliser pour produire de l'hydrogène par électrolyse. Donc, il faut que j'ai de l'eau, mais par électrolyse, je suis capable de produire de l'hydrogène. Et cet hydrogène-là, je vais l'utiliser pour plein d'applications différentes. Ça peut être de l'hydrogène qu'on va pouvoir utiliser, ce qu'on appelle l'hydrogène industriel, hein, puisqu'il y a des industries qui ont besoin d'hydrogène. Ça peut être de la mobilité hydrogène. Vous pouvez aussi imaginer que l'hydrogène peut servir de combustion dans des turbines à hydrogène. Hein. C'est un sujet qui revient d'actualité en ce moment.
donc pour faire de la combustion et reproduire de l'énergie sans passer par le vecteur électrique. Donc voilà, donc en fait, c'est là où en fait il y a plein aussi d'innovations, de champs d'innovation pour effectivement modifier, si vous voulez, l'utilisation, là encore, du nucléaire dans un mix énergétique avec ces nouvelles contraintes. Alors, j'ai envie de dire, c'est fini le temps où on disait les Chinois, ils sont en retard. Hein. Ils sont très, très bons. Ils assimilent à une vitesse impressionnante. Donc, ce sont des gens, je me souviens, il y a quelques années, on disait les panneaux chinois, de toute façon, ils vont durer moins longtemps. Vous allez voir, c'est la mauvaise, entre guillemets, je mets des guillemets, à mauvaise qualité. C'est fini, ça. Enfin, ce temps est révolu. Hein. Nous, on en a parfaitement conscience au niveau des recherches. Ils sont très, très bons. Et surtout, ils sont capables, si vous voulez, ça nous laisse River, nous Français, c'est de mettre un gros paquet d'argent sur un sujet, sur une durée donnée. Donc, en fait, ils sont capables de mobiliser, en fait, c'est ça, c'est de mobiliser des moyens énormes pour avancer. Donc, je trouve qu'en France, j'espère que le plan de relance va justement nous permettre effectivement de faire cet effort de mobilisation, parce que la recherche en a besoin, l'innovation en a besoin. Donc, pour nous, ce sont vraiment des gens… Alors, après, je nuancerai. Par exemple, sur l'hydrogène, ils ne sont pas si en avance que ça. Alors, attention, hein, ils peuvent aller très vite. Moi, c'est pour ça que quand on discute avec l'État, on a vraiment insisté sur cet aspect accélération du plan de relance hydrogène. J'en discutais encore avec les tutelles, pas plus tard que hier. Réellement, on pense que l'Europe, la France et l'Europe ont encore une place à se faire dans l'hydrogène. La bataille n'est pas encore perdue. L'hydrogène, ils se sont tellement lancés sur les batteries que le vecteur hydrogène, ils ne l'ont pas vu tout de suite. Ils n'en ont pas eu besoin et pour eux, ils ne l'ont pas vu arriver. Donc maintenant, ils réalisent, effectivement, ils sont passés, si vous voulez, des véhicules à batterie pour eux, et c'est bon, ils maîtrisent. Hein, ils sont passés aux véhicules à hydrogène. Et ils ont conscience, effectivement, qu'aujourd'hui, ils ont un souci, puisque leur hydrogène chez eux est très, très, très carboné. Hein, c'est de la gazéification de charbon, donc on ne peut pas faire pire. Hein, c'est infiniment pire que le vaporéformage avec du CCS. Donc, déjà, moi, j'ai vu dans leur politique, ce qu'ils ont prévu, c'est que déjà, ils vont passer de gazéification de charbon à du vaporéformé avec CCS, une capture de CO2. Alors, pour nous, déjà, le CCS, c'est pas bon, enfin, le vaporéformage, mais alors eux, c'est déjà mieux. Enfin, pour eux, ils sont déjà sur la bonne voie. Et ils commencent à réfléchir à l'électrolyse. Enfin, ils voient bien ça quand même dans leur feuille de route. Mais justement, ils sont en retard. En tous les cas, ils ne sont pas en avance. Donc, nous, on a notre carte à jouer parce qu'on a des choses, là, je parle de l'hydrogène parce que c'est très d'actualité. On a vraiment des technologies disponibles dans les laboratoires, on a des industriels, et si on sait accélérer les choses, on peut vraiment, l'Europe peut avoir sa technologie, être capable de produire son hydrogène bas carbone et le faire avant les Chinois. Mais ils vont très vite, c'est pour ça que moi j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas qu'on réfléchisse encore pendant des années et que le plan de relance, tous les plans qui sont annoncés là, il faut vraiment qu'ils démarrent effectivement dès l'année prochaine. Et là, on a vraiment la possibilité de se positionner, que l'Europe puisse vraiment maîtriser sa filière hydrogène. Alors, c'est pas au CEA, ça c'est clair. Par contre, nous, on travaille avec des laboratoires académiques qui effectivement développent ces approches-là. On en a de plus en plus besoin. Donc effectivement, je dirais, là c'est pareil, avant les chercheurs, ils ne se posaient pas trop cette question-là. Ils disaient de toute façon une technologie et les gens vont forcément se l'approprier. Ben non, ça ne marche absolument pas comme ça. Et effectivement, il faut être capable d'évaluer dans quelle mesure, effectivement, la société va être capable, effectivement, de s'approprier telle ou telle technologie et puis accepter telle ou telle contrainte, parce que c'est quelque part, ils vont le voir comme des nouvelles contraintes. Et donc là, on travaille effectivement avec des laboratoires académiques, il y en a qui sont bons, et il faut effectivement travailler, mais en lien, c'est pareil, il ne faut pas leur dire, voilà, on a développé ça, qu'est-ce que vous en pensez? Non, il faut discuter avec eux dès le début en leur disant, est-ce que si on développe cette technologie-là, si on développe
ce genre d'outils, est-ce que ça effectivement, comment va réagir finalement le consommateur? Et en plus, on a cette nouvelle notion qu'en fait, on a ce qu'on appelle on n'a plus des consommateurs, on a des consommateurs, hein, puisque en fait, c'est pareil, le particulier, par exemple, s'il met un panneau solaire sur le toit de sa maison, il produit aussi. Donc en fait, on tombe effectivement avec des gens qui vont avoir des raisonnements très différents. Donc, il faut impérativement travailler effectivement avec ces laboratoires spécialisés dans ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales et qui sont effectivement, qui travaillent sur ces modèles d'appropriation et par la société. Hein. Alors, c'est vrai que les gens, enfin l'humain, mais nous aussi en premier, hein, on se dit toujours favorable parce que j'ai envie de dire que les gens sont très sensibilisés aujourd'hui aux enjeux climatiques. Hein, donc, les gens ont tous envie de faire quelque chose, mais jusqu'à quel point? C'est le problème des gilets jaunes. On se rend compte que oui, mais quand ça a d'autres contraintes, eh bien finalement les gens ils hésitent. Donc il faut travailler avec des laboratoires, ça existe, hein, c'est des laboratoires qui réfléchissent dans ces domaines-là. C'est pas facile, hein, c'est la science humaine, hein, donc c'est jamais facile. Et après il y a un énorme effort à faire de pédagogie et d'explication. Là aussi, hein, la communication c'est fondamental. Hein.